population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour. Ce dimanche encore, nous allons échanger franchement sur cette émission hebdomadaire que vous propose le service des programmes de Radio Cotonou, Franc-Parler. Nous recevons un invité qui depuis peu est au cœur d'une dynamique citoyenne et stratégique de notre pays. Dr Oswald Aklassator, président de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère, PCCBP. Au centre de nos échanges, une masterclass autour du programme 2026-2033 de duo Wadayi Talata, avec bien sûr les raisons de son soutien au programme de duo Wadayi Talata. Nous ferons entre autres un retour sur la création du premier forum citoyen des compétences. Nous parlerons bien évidemment de la masterclass autour du programme, des masterclass itinérantes qui suivront, des perspectives au niveau de la plateforme et bien d'autres choses encore. Préparez-vous, chers amis auditeurs, à vivre de bons moments de radio. Sur Franc-Parler ce dimanche avec Dr Aklassator en studio avec nous. 01 68 87 67 00 01 52 x 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos préoccupations via le numéro WhatsApp 01 52 x 52 73. Ghislain Abangba est à la réalisation, prise de vue Job Tikpe. À la présentation, je suis Brice Bilaïtjedji. Franc-Parler ce dimanche 19 avril 2026 a pour thème masterclass sur le programme 2026-2033 du duo Wadayi Talata. Quel impact sur la gouvernance? À nouveau, bonjour Dr Aklassator, c'est un bonheur de vous avoir en studio. Bonheur partagé. Alors je voudrais qu'on s'intéresse à l'entame à vous. Votre profil, je l'ai parcouru. Il impose, docteur, une évidence, celui d'un professionnel qui ne subit pas sa trajectoire, mais la façonne avec intention. Vous êtes docteur en physique de l'université d'Abomey-Calavi, de la spécialité énergie, environnement et climat, titulaire d'une thèse de doctorat intitulée « Vulnérabilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité du Bénin sous contrainte des perturbations et des extrêmes climatiques horizon 2035-2050, sûreté et durabilité des systèmes électriques et auteur de plusieurs publications et contributions scientifiques. Vous êtes ingénieur en énergie renouvelable et système énergétique. Vous détenez un master de recherche en physique et application, une licence en génie électrique de l'école polytechnique et de l'université d'Abomey-Calavi, un diplôme de technicien supérieur en maintenance des systèmes automatisés de l'Institut supérieur de technologie appliquée industrielle de Marrakech au Maroc. Je vais m'en arrêter là. C'est une intelligence de parcours un peu commune, docteur Aklassator. Non, c'est juste un parcours d'un simple citoyen. Merci. Un parcours de simple citoyen. Alors, d'où vient cet intérêt, votre intérêt marqué pour le secteur énergétique? Merci encore une fois. Donc, comme vous l'avez rappelé, je suis docteur ingénieur Oswald Aklassator, président de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. J'ai 29 ans d'expérience dans la production, le transport et la distribution de l'énergie, dont environ 8 ans comme directeur des projets construction infrastructure au Millennium Challenge et compte Bénin 2, où grâce aux efforts conjugués de financement des gouvernements des États-Unis et du Bénin, sous le leadership du ministre d'État Ablaye Biochane, président du conseil d'administration, et la contribution majeure de l'ordonnateur, le ministre d'État de l'économie et des finances, le président de la République élu, son Excellence Romuald Wadayi, en est l'ordonnateur et le référent national.
grâce à ces leaderships et aux efforts des uns et des autres, pour ces deux pays, ces deux États, j'allais dire, nous avons construit les autoroutes de l'énergie, le Centre national de contrôle de distribution de l'électricité du Bénin et de ces deux dispatchings. Nous avons triplé la capacité de transit électrique du réseau national d'électricité du Bénin. Dans le contexte des transformations économiques 2026-2033, la souveraineté énergétique est pour moi un levier stratégique majeur qui va soutenir l'industrialisation, la mécanisation agricole, les infrastructures en général, le numérique, les télécommunications, l'éducation, la santé, le tourisme et j'en passe. Et surtout, stimuler l'investissement du secteur privé pour enfin favoriser l'inclusion socio-économique de tous les Béninois. Voilà un peu le tableau, M. Brice a étudié. Alors, d'où est venu cet intérêt pour le secteur énergétique? Vous n'avez apparemment pas répondu à cette question. Non, pour l'intérêt, vous savez, le secteur de l'énergie est un secteur vital et assez sensible, pour ne pas dire stratégique, pour le Bénin. Moi, de retour de premier cycle universitaire du Maroc, et ma première expérience, c'est directement à la Société béninoise d'énergie électrique que j'ai intégrée en 1997. Et donc, pour faire quelques stages et retourner au Maroc pour les cycles supérieurs. Mais l'envie et la passion de l'énergie m'ont gardé au pays. Et depuis ce jour, c'est pratiquement 20 ans que j'ai fait au niveau de la SB2E, où j'ai été amené à servir le pays. Et dans toutes les régions, pratiquement dans toutes les régions du Bénin, Borgo Alibori, Atakora Donga, Zocoline, Atlantique et Littoral. Et j'en passe. Et à tous ces niveaux, j'ai travaillé en tant que chef d'agence, en tant que chef service gestion des réseaux, en tant que directeur des opérations techniques à la SB2E. Et j'étais au contact des populations, des autorités communales et des préoccupations. Et j'ai pu toucher les machines, j'ai pu vivre les défis énergétiques de notre pays de cette période à ce jour. Et cela m'a suffisamment motivé. Et dès le départ, et c'est comme une question d'amour, j'y suis resté. Et aujourd'hui, les efforts additionnels que j'ai faits, c'est comment utiliser les nouvelles technologies de transformation digitale, et les nouvelles formes d'énergie à venir pour pouvoir vraiment assurer cette matrice de solutions pour notre pays. Et c'est tout le sens de mon engagement. D'accord. Alors, quel est le diagnostic que vous faites aujourd'hui du secteur énergétique au Bénin? Oui, en termes de diagnostic, il faut dire que je vais partir de quelques étapes importantes. 1998, le Bénin était en plein délestage. 2006, délestage accru. 2016, on était encore à plein pied dans l'instabilité de l'approvisionnement et donc du délestage. Cela décrit un peu un cycle de crise énergétique que le Bénin connaît depuis 3 décennies. Mais en 2016, à l'arrivée de son Excellence le président Patrice Talon, est sensible et conscient de l'importance stratégique que représente ce secteur, tout de suite, il a mis le maximum d'énergie et d'efforts sur ce secteur qu'il a attaqué tout de suite par des solutions d'urgence. Mais tel qu'on connaît la façon de faire de son gouvernement, pendant qu'il était sur la solution d'urgence, il a lancé la planification du secteur. Et vous allez constater que après 2016 jusqu'à ce jour, on note une amélioration sensible de la situation et que les crises énergétiques qui perturbaient de façon cyclique le Bénin sont interrompus. Vous appréciez ce qui a été fait, ce qui est fait au cours de ce mandat-là? Ce qui est fait de ce mandat, je crois que ce n'est pas moi qui l'apprécie, l'ensemble des Béninois, et quand ils se réfèrent à ces différentes crises passées, comprennent et vous diront que quelque chose s'est amélioré. Mais
il y a un mais, c'est-à-dire les efforts fournis par le président Patrice Talon et son gouvernement, que je salue au passage, ont servi à rattraper un certain nombre de déséquilibres et à poser les bases d'une stabilité. Mais il faut renforcer maintenant cette stabilité et passer à l'étape supérieure, travailler pour la souveraineté énergétique, tout en ayant vraiment un certain équilibre régional, parce que dans cet ensemble du système énergétique, le Bénin n'est pas seul. Nous sommes plusieurs États dans l'espace ouest africain. Donc ça reste le défi à relever, travailler pour la souveraineté énergétique. C'est le principal défi. Si nous voulons tenir le pari, et je crois que c'est pour ça que tous les Béninois sont d'accord avec le président nouvellement élu, et son pari d'accélération des transformations économiques et industrielles du Bénin pour le mieux-être des Béninois. Et pour tenir ce pari, il faut forcément actionner le levier souveraineté énergétique. Alors, vous vous êtes récemment engagé avec certains de vos pairs dans la création d'une plateforme citoyenne de compétences pour un Bénin prospère. Dites-nous, y a-t-il des étapes de votre parcours professionnel qui vous ont conduit à l'engagement citoyen? Bon, vous insistez, et donc je dois pouvoir vous avouer que tout au long de mon parcours professionnel et même mon parcours tout simplement ordinaire, j'ai été témoin quand même de beaucoup de je dirais, de dispersion des compétences. Donc, le constat que nous avons fait, c'est que notre pays, le Bénin, regorge des compétences exceptionnelles. Mais le problème, ces compétences sont dispersées. Ces compétences ne sont pas tout le temps mises en valeur parce qu'elles manquent de visibilité. Et à cela, il faut ajouter les difficultés de parchemin où le compétent doit faire face à ceux qui sont moins compétents et qui arrivent parfois plus vite au poste de responsabilité que les autres. Et il y a tout un ensemble de paradigmes qui m'ont appelé à dire attention, il faut engager. Il ne faut pas en faire une lutte personnelle, il faut en faire une lutte citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences dans l'ombre et qui certainement ne sont pas visibles. Et il y en a plein dans la diaspora, dans tous les secteurs et les pôles de développement aujourd'hui. Et il faut sonner le glas pour aller les mobiliser, les réunir, parce que ce que le duo Warren Talata a inscrit dans son programme de société 2026-2033, cette trajectoire-là, et pour la croissance économique, pour la croissance industrielle, appelle forcément à une forte mobilisation des compétences. Et donc, du coup, je n'ai pas eu d'autre choix et de mobiliser tous ceux que j'ai rencontrés sur mon parcours et qui sont des compétences avérées pour pouvoir aller à la création de cette plateforme citoyenne. Mais le plus déterminant, ça a été l'accueil des autorités et que je n'imaginais pas au départ, au moment de la conception. Oui. Les autorités l'ont bien accueilli et l'ont même accompagné de leur conseil stratégique et nous ont soutenus. Et je peux dire que ça a été un élément déterminant dans le succès du premier forum citoyen des compétences du 4 avril dernier à Azalaï Hotel. D'accord. Vous venez de nous énoncer le déclic, le contexte qui a conduit à la création de la PCC-BP, la plateforme citoyenne de compétences pour un Bénin prospère. Quelle problématique majeure voulez-vous résoudre? Oui, la problématique majeure à résoudre ici, c'est essentiellement mobiliser, structurer les compétences et les talents afin de gagner beaucoup plus en synergie d'action, un carburant nécessaire au moteur d'accélération des transformations industrielles et économiques que le président élu et la vice-présidente élue ont mis dans leur programme de société. Il n'est pas possible de passer à cette vitesse d'accélération si on n'associe pas toutes les compétences aujourd'hui et très souvent dispersées. Et pour nous, le diagnostic est clair.
il faut mobiliser toute cette force citoyenne et pour soutenir et accompagner, non seulement à travers des propositions de solutions concrètes, mais surtout également à accompagner la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de tout ce qui est inscrit dans ce beau document pour le développement du Bénin. Les initiatives citoyennes sont légion, Dr Aklasator. En quoi la PCC-BP se distingue-t-elle des autres initiatives citoyennes? Ça, c'est une question assez pertinente. Et la PCC n'est pas une simple association. Elle est une organisation structurée des compétences, des expertises et des talents, accompagnant les politiques publiques pour l'accélération du développement durable du Bénin. Elle est pensée et déployée par une synergie d'experts béninois, de rang et de la diaspora, intervenant ici au plan international. Des chercheurs, ingénieurs, des juristes et économiques, des planificateurs et des artisans j'allais dire, et d'autres spécialistes qualifiés. Des journalistes. Bon, je veux dire les médias en général. Et d'autres spécialistes qualifiés ayant une vue stratégique et opérationnelle avancée dans les principaux domaines et secteurs socio-économiques de notre pays, que ce soit la gouvernance, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'industrie et le numérique, l'agriculture, j'en passe. C'est la toute première fois qu'un tel plan de synergie est monté à l'échelle nationale pour mobiliser ses compétences afin qu'ils viennent travailler ensemble dans une certaine transversalité et une certaine complémentarité pour y arriver. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que la plateforme répond à une crise de leadership ou de compétences au service du développement au Bénin? Je pense que la plateforme ne répond pas à une crise de leadership ni à une crise de compétences. Les leaderships, il y en a. Les compétences, il y en a. Mais le problème se trouve dans la difficulté de ces leaderships à travailler ensemble, à compléter leurs compétences et à converger. Et ça, c'est un déterminant nécessaire et impérieux pour avancer, pour accélérer. Sinon, on pouvait laisser tout le monde continuer tel que ça se passe et à qui mieux. Mais je pense que pour une nation sérieuse et qui entrevoit un plan d'accélération que nous avons vu, et c'est pas que nous sommes allés comme ça, nous avons vu que le gouvernement est porté aujourd'hui dont le leadership est porté par le président élu Romuald Wardani, son excellence le président élu Romuald Wardani et la vice-présidente Madame Talata. Ils ont déjà donné des preuves les 10 dernières années de leur méthode, de leur réalisation. Et ces éléments structurants nous ont donné suffisamment de la confiance. Et au moment où ils parlent de l'accélération, nous nous sommes dit, on ne va pas l'attendre. Il faut que les forces citoyennes, surtout les compétences et les talents, se réunissent et commencent par se donner la main autour des problématiques qu'il y a sur la table, de façon à ce que, dès qu'ils lancent son programme d'action de gouvernement, qu'ils puissent avoir vraiment une structure nationale compétente où il y a des valeurs nécessaires pour pouvoir et des ressources pour pouvoir l'accompagner. Et aujourd'hui, le problème qu'on vient régler, c'est le problème de manque de synergie, insuffisance de synergie d'action et insuffisance de structuration de ces compétences-là. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. D'accord. Les plateformes citoyennes naissent au Bénin souvent pour soutenir les ambitions politiques. Vous soutenez le programme de Dio Wadayi Talata. Comment convaincre aujourd'hui que vous n'êtes pas un instrument politique déguisé? Monsieur Brice, pour ceux qui me connaissent, j'ai un franc-parler. Et je comprends que ça peut étonner le commun des Béninois, qu'on se dise citoyen, on se dise apolitique, et qu'on soutienne un programme de société. Et nous avons une démarche qui nous distingue de ce qui est politique. Voilà le creuset de PCC, c'est un creuset apolitique. Pourquoi? Parce qu'il mise sur la convergence des compétences, quel que soit leur bord. Parce que, pendant longtemps, et ça c'est l'un des défis auxquels le président
et notre cher président Patrice Talon s'est évertué à régler. Comment associer les compétences et les talents du pays, quel que soit leur bord, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, afin de converger vers le vivre ensemble, l'amélioration de vivre ensemble, et comment travailler pour construire la nation. Et ça a été très dur pour lui. On a eu le temps de constater, simplement parce que chacun veut défendre un bord politique, une certaine vision politique. Quitte-toi et je m'y mets. Mais aujourd'hui, la trajectoire du Bénin doit pouvoir dépasser ces clivages. Et c'est la réponse de PCC. La réponse de PCC, si jamais on était... Vous comptez réussir dans ça? Oui, on réussi à dépasser les clivages, oui. À ne pas vous moudre dans les forces politiques? Non, justement, au sein des forces politiques, ce qu'il faut clarifier aux Béninois est apolitique, PCC est citoyen. C'est à dessein qu'on a pris le caractère citoyen. Un citoyen est libre d'être politique. Peut-être maintenant, non? Avec le temps, on saura. Non, justement. Et il n'est pas interdit à un membre de PCC d'avoir sa conviction politique et d'aller la défendre dans les chapelles politiques. Mais il ne va pas la défendre au PCC. C'est la seule différence. Moi, ici, aujourd'hui, je peux me retrouver demain dans une chapelle politique. Mais les questions politiques se gèrent là-bas. Mais lorsque je suis ici, j'incarne une vision citoyenne que je dois défendre à tout prix. Et je comprends que la difficulté pour les Béninois est certaine, parce que c'est la première fois qu'on tente un tel exercice. Et je sais qu'il y aura des challenges, et je ne suis pas naïf, il y aura des challenges, et nous saurons gérer ces challenges-là, et grâce à la contribution citoyenne. D'accord, mais pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Parce que, et ça, je dois avouer que il y a eu deux facteurs importants. Oui. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, le 1er août 2025, devant la presse, quand il finissait le sacrifié au défilé, la presse l'a interrogé sur comment il perçoit l'avenir. Il a dit deux choses. Un, il a dit que le meilleur reste à venir. Et il le disait avec tout sourire, tout confiant. Dans la même veine, à l'Assemblée nationale, à la veille de 2026, dans son état de discours, il a sorti une deuxième expression. Il dit: le Bénin a trouvé son chemin. Quand j'associe ces deux paramètres, le troisième, là où il a enfoncé le clou, c'est le jour où il a reçu la jeunesse au palais de la présidence de la République, en disant ouvertement que rien ne devrait opposer les citoyens béninois à travailler ensemble pour construire cette nation. Il a mis la main en disant: UPR, quelle différence y a-t-il entre UPR, BR, Moël Bénin, LD et j'en passe. Que ce qui importe après la charge du pouvoir qu'il a vécu, c'est que les citoyens se mettent ensemble pour construire ce pays. Que le temps de la politisation utilisé pour séparer les concitoyens, pour les désunir, ce train doit être révolu si nous voulons aller de l'avant. Je crois que c'est un ensemble de signaux que nous, on a captés et qui nous ont permis de dire: mettons-nous à l'œuvre. Évidemment, il y avait une initiative que nous avons faite déjà de façon vraiment assez restreinte en 2016 pour travailler dans son programme de société, pour contribuer à l'élaboration de son programme de société en 2016. Nous l'avons fait au plan énergétique. Et nous nous sommes dit qu'on pouvait reprendre la même chose, mais cette fois-ci, ne pas se concentrer uniquement au plan énergétique, associer l'ensemble des Béninois sur la base de ces déterminants qui ont été joués. Et donc, le dernier déclic, c'est le jour où on a su que c'est la jeunesse, à travers c'est l'intendant de la jeunesse et le chantre de la jeunesse. Le meilleur exemple que nous avons, le président élu Omiel Wadaï, c'est sur lui que l'ensemble des forces béninoises ont porté leur choix pour représenter
et la suite du président Patrice Talon et de son gouvernement. Et donc, c'est une chance qui est offerte à la jeunesse. Et la jeunesse ne doit pas se laisser prier. On doit se mettre... Elle doit la saisir. Et donc, voilà ce que nous... D'accord. Comment comptez-vous mobiliser les compétences nationales et celles au sein de la diaspora? Dites-nous ça rapidement. Et que vise la plateforme concrètement à court et moyen terme? Bon, non, je vais dire tout simplement, pour les stratégies de mobilisation, elles sont... nous avons choisi essentiellement trois voies, trois axes. Le premier axe, c'est à travers des masterclass pour déjà expliquer en profondeur les priorités nationales contenues dans ce programme de société. Ce programme de société, d'ici là, va faire la transition pour devenir un programme d'action de gouvernement, un PAG. Entre une vision d'un programme de société et un programme d'action de gouvernement, un PAG, il y a un gap, il y a un travail à faire. Et ça, aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser l'ensemble des compétences sur une plateforme digitale. Donc, nous avons une plateforme digitale, et www.pcc-bp.org, où l'ensemble des Béninois, des concitoyens, talents ou compétences peuvent aller directement s'inscrire, qu'ils soient ici ou de la diaspora. C'est accessible et c'est ouvert. Il y a un script sur cette plateforme-là qui vous amène à déclarer les éléments de compétences que vous pouvez mettre à la disposition de votre pays. Et je crois qu'il y a un travail sélectif et assez structurant qui se fait derrière pour préparer par domaine de compétences et des compétences prêtes peut-être à servir le pays quand l'opportunité se présentera à eux. On se sert également des canaux sur les réseaux sociaux. On a des pages, on a nos pages Facebook et LinkedIn et Instagram et consorts, et sur lesquels on fait diffuser l'ensemble des éléments de mobilisation. Et il y a le premier forum du 4 avril dernier qui a été un véritable succès. Je peux vous dire, entre le 4 avril et aujourd'hui, plus de 600 Béninois compétences sont déjà inscrits sur notre plateforme. Ça, c'est les statistiques que j'ai eues hier sur la plateforme. On va revenir sur le premier forum là, organisé le 4 avril dernier. Mais avant, parlons du soutien de la plateforme au programme 2026-2033 du duo Wadayi-Talata. Pourquoi la plateforme a-t-elle choisi de soutenir ce programme? Dites-nous, quels éléments clés vous ont convaincu? Merci beaucoup. Pour parler des éléments que ce serait au risque de me répéter ou de répéter le président élu. Et le jour de la présentation ou de la déclaration de son programme de société, il a mis l'accent sur un certain nombre de stratégies. Il a abordé la question préoccupante de la jeunesse, la formation, l'employabilité de la jeunesse et comment chaque jeune doit pouvoir contribuer au développement de cette nation. Il a abordé la question des innovations technologiques. Il a annoncé de grands chantiers. Il a parlé de l'industrialisation du pays. Il est parti faire une nouvelle cartographie économique du pays à travers l'organisation de pôles de développement territoriaux. C'est des choses qui vous ont séduit, vous? Oui, avec une certaine méthode où il veut permettre désormais une certaine gouvernance au niveau de ces pôles-là, et ce sera une gouvernance vraiment axée sur les préoccupations centrales et stratégiques de chacun des pôles. Cela veut dire que l'équilibre régional va devenir une certaine réalité. Et au niveau de ces pôles, il y a ce qui fait la force de chaque pôle économique qui sera mis en valeur. Autour de ça, il parle d'une transversalité de l'agriculture, de la technologie, de l'innovation, du tourisme. Donc, un ensemble de facteurs intégrés. Donc, on rentre dans un nouveau processus de développement et pour lequel nous, on sait tout de suite et dit c'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est le message que je veux apporter d'ici et maintenant. Et à travers les masterclass, nous avons identifié que dans ce programme,
il a mis un accent particulier sur le volet énergétique. Il dit, nous allons plus loin. Au-delà de ce qui est fait, il y a une accélération à mettre en marche. Et dans ce secteur, nous avons un certain nombre de compétences, comme dans d'autres secteurs. Donc, on a tout de suite réuni ces compétences. C'est le point du programme qui vous semble le plus innovant. Le secteur énergétique. Il y a le secteur énergétique, la technologie et l'innovation, et l'organisation des régions économiques autour des pôles de développement et territoriaux. Et surtout au niveau de l'éducation, où il introduit la nouvelle technologie au service de l'éducation. Ça, c'est formidable. Parce que là, les limites de la connaissance et des compétences seront repoussées. Et donc, nous, on a eu, au niveau de ces indicateurs, des flashs, et nous sommes mis au travail tout de suite. Alors, le soutien de la plateforme aujourd'hui au programme de Dio Wadayi Talata, c'est quel genre de soutien? Soutien technique, idéologique ou stratégique? Je peux vous dire que le soutien à la plateforme, le soutien de notre plateforme est un soutien stratégique. Okay. Et c'est un soutien opérationnel. Et c'est des compétences et des talents qui se sont mobilisés et se sont rendus prêts tout de suite à accompagner la mise en œuvre de cette transformation. Est-ce que la plateforme a contribué à l'élaboration du programme? Il y a deux aspects. Je peux dire la plateforme a contribué dans une certaine mesure où les éléments que nous distillons dans le cadre des masterclass aujourd'hui, c'est des éléments qui ont été préparés en vue de ce programme de société. Mais dès que le programme de société est sorti, nous les avons pris, nous avons cherché les points de convergence entre notre niveau de préparation. Parce que tout ce que nous mettons en marche aujourd'hui, c'est toute une machine de compétences. Ce n'est pas après la déclaration du programme de société que cela se voit. Il y a une préparation derrière. Ça, je peux le garantir. Et c'est peut-être, ce n'est pas le lieu d'en parler. Dans d'autres, et à d'autres niveaux, nos propositions sont remontées à travers des fiches et à travers même des magazines. Il y a un magazine fort du Bénin qui est sorti il y a pas longtemps. Et le président Wada est en mission pour le Bénin et nous sommes l'un des contributeurs et je profite pour rendre hommage au coordonnateur national du mouvement Waro et qui n'a pas regardé ma non-appartenance à un mouvement et tout ça là pour faire appel, pour demander à ce que nous puissions mettre notre contribution et à disposition dans le cadre, surtout sur le volet énergie et infrastructure. Okay. Et ça, je profite pour lui en remercier. Il a fait un travail formidable à travers ce magazine qui nous reprojette un peu et les grands pas qui ont été faits pour le Bénin et surtout les transformations à venir. Alors, le duo Wadayi Talata est sorti vainqueur des élections présidentielles de 12 avril dernier, en attendant bien sûr d'éventuels recours. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui au sein de la plateforme après cette victoire? Oui, l'état d'esprit à la PCC-BP est à la fois de grande fierté et de forte responsabilité. Le plébiscite du peuple béninois nous donne un mandat clair. Nous passons maintenant de la proposition à l'action concrète aux côtés du président nouvellement élu. À l'action? Oui, à l'action. Nous sommes mobilisés et prêts. C'est ce que je peux dire en termes d'état d'esprit au niveau de la... Mobilisé et prêt. Comment comptez-vous concrètement accompagner la gouvernance, ce programme pour sa réussite? Pour vous éclairer sur cet aspect, nous avons au niveau de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère une organisation spécifique. En ce sens que, en dehors d'un staff régulier d'une association, nous avons deux commissions importantes. Nous avons un conseil consultatif des experts. Oui. Vous allez voir, les experts qui sont intervenus sur les masterclass sont des experts de haut rang, qui ont des solutions prêtes à déployer. Deux, nous avons un comité scientifique qui représente l'intelligence stratégique de tout ce que nous faisons. Donc,
Et cette intelligence scientifique regroupe des catégories de chercheurs, des innovateurs, de gens prêts à contribuer. Donc ce que nous faisons aujourd'hui en disant que nous sommes mobilisés et prêts, c'est que toutes ces catégories socio-professionnelles de compétences sont au moins aujourd'hui sur une plateforme commune, sont en réseau et sont prêts à agir tout de suite selon les sollicitations du président élu et de son gouvernement. Donc là, nous pensons que de notre côté, l'appareil est prêt. La machine est prête, la machine d'accélération elle est prête et nous ne demandons qu'à servir et à l'aider à démarrer l'accélération des transformations qu'il a promis au peuple béninois. Je voudrais rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Franc-Parler ce dimanche sur Radio Cotonou a pour thème un masterclass sur le programme 2026-2033 du duo Wadayi Talata. Quels impacts sur la gouvernance? Nous recevons Dr Oswald Classator, président de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère PCCBP. Alors, vous avez lancé le tout premier forum citoyen des compétences avec une masterclass sur le programme 2026-2023 du duo Wadayi Talata. En quoi c'est pertinent ce premier forum citoyen et la masterclass sur le programme? Oui, la pertinence, elle n'est plus à démontrer en ce sens que dès que le programme de société d'un duo aussi stratégique et important en termes d'évaluation des chances pour gagner cette élection-là, et quand on a fini de faire cet exercice, et quand on a regardé les programmes de société, on s'est aperçu qu'il y a une certaine richesse, une certaine profondeur dans le programme de société présidentiel du duo Wadayi Talata qu'on n'était pas sûr que la grande masse des Béninois comprennent. Et l'un des atouts pour aller à la mobilisation, pour faire sortir massivement les populations pour aller voter, on a choisi cette voie d'éclairage. Et pour éclairer, nous avons pris vraiment les sachants, les référents qui peuvent nous parler de ce qui est mis dans le programme de société et de ce qui se fait déjà et de ce qui va se faire. Et c'est tout l'intérêt des masterclass du premier forum. À cette séance-là, le directeur général, et je profite pour les remercier, le directeur général de l'ANPE a statué sur la question de l'employabilité et des défis que nous avons au niveau de la jeunesse pour y accéder. Il a statué également sur l'arrimage des questions stratégiques de l'éducation pour faire la transition vers la professionnalisation des métiers et capable de donner maintenant des compétences, assurer des compétences aux jeunes pour passer des diplômes, du statut des diplômes et au statut des compétences. Il y a le maire de Cotonou, monsieur le ministre maire Luc Nyakadia, que je remercie avec affection, qui non seulement a eu à s'entretenir avec les près de 500 compétences béninoises qui étaient présentes en salle et en ligne, sur vraiment les déterminants de la jeunesse et en demandant à la jeunesse officiellement de croire en ses rêves et d'oser. Et au niveau du panel qu'il a animé, et là, lui et le directeur général de Assine Bénin, et le DG Marc-André Loco, et qui a aujourd'hui l'appareil numérique du Bénin en main, ont essayé tour à tour d'éclairer sur les transformations relevant de ce domaine. Et nous avons eu des directrices générales également de sociétés privées et qui sont venus dans ces panels-là pour apporter également leur contribution. Et je les salue tous au passage. On comprend donc que la participation des autorités à ce premier forum citoyen a été très significative. Non seulement significative, mais surtout, j'allais terminer par là, l'allocution d'ouverture du ministre de cadre de vie, des transports, en charge du développement durable, ministre de l'énergie et de l'eau,
et des mines et de l'eau a été déterminant et a apporté toute sa crédibilité. Et son message était fort, qu'on doit pouvoir mobiliser les forces citoyennes et les compétences et les talents désormais pour accompagner le nouvel élan. Donc l'ensemble de ces éléments-là ont apporté un crédit substantiel à ce premier forum et la qualité des échanges et au niveau des différents corps socio-professionnels représentés a été assez intéressant. Et donc, la mission à la fin de ce forum était de demander aux 500 participants de retourner porter la bonne nouvelle au sein de leur famille, dans leur quartier, dans leur maison, pour que les gens, d'abord, si on croit à ce programme de société... Ça suppose que la mobilisation a été forte. Oui, si on croit à ce programme de société, l'exercice que nous avons fait, alors de sortir massivement pour aller voter. Et le plébiscite est venu, et comme une convergence de tous les efforts des Béninois, du peuple béninois, et que je salue au passage. Donc voilà un peu ce qui a été fait à ce niveau. Mais la suite va être encore plus déterminante. Parce que là, on a semé la graine. On nous a demandé d'aller au-delà et nous nous sommes organisés. Déjà, les masterclass itinérantes vont démarrer le 9 mai prochain par Abomey Calavi pour pouvoir maintenant compléter ce travail du 4 avril. Mais cette fois-ci... Pourquoi passez-vous à des masterclass itinérantes? Oui, nous passons aujourd'hui à des masterclass itinérantes parce que aujourd'hui, les experts de PCC ont préparé, et compte tenu de l'analyse à 360 degrés des défis d'aujourd'hui et des 10 ans à venir, ont préparé des solutions concrètes aux problèmes et à proposer au nouveau président élu. Mais ils ont pris la responsabilité de dire il faut confronter ces solutions-là aux contributions des acteurs institutionnels, aux contributions des opérateurs, des industriels, aux contributions des chercheurs, des scientifiques et tout ça, et tous les corps d'État, de façon à ce que la résultante que nous allons proposer au président élu soit un consensus qui intègre les préoccupations, les attentes de ces acteurs-là, y compris les bénéficiaires, les représentants des bénéficiaires au sein de la population. Il est important d'aller maintenant localement près d'eux pour pouvoir avoir leurs inputs. Vous avez déjà mandaté les 500 qui étaient au premier forum citoyen d'être des éléments vulgarisateurs. Eux, ils ont accompli leur mission. Okay. Et nous avons réussi à élire notre président. Ça, ils ont accompli leur mission. Mais maintenant, la mission ne s'arrêtait pas là. Le PCC est né pour durer aussi longtemps que plusieurs mandatures présidentielles passeront. Et c'est ça la grande différence. Et donc, aujourd'hui, il est question de dire aujourd'hui à chaque acteur, c'est quoi votre défi principal en tant qu'acteur institutionnel, en tant que partenaire technique et financier dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie. C'est quoi les défis que vous rencontrez et qu'est-ce que vous proposez comme mesure immédiate à prendre et par le nouveau président élu et son gouvernement dans les 100 premiers jours. Et donc ces éléments-là sont pour nous assez capitaux. Et nous avons voulu entretenir ces échanges pour compléter le travail qui est fait afin de rendre dans les jours à venir les documents stratégiques et des propositions et de solutions concrètes au président à prendre en compte pour la suite de son exercice. Alors, je voudrais appeler aux amis auditeurs qu'ils peuvent intervenir dans cette émission. Les préoccupations sont attendues au 01 68 87 67 00 01 52 x 52 73. Des préoccupations peuvent être également déposées sur le numéro WhatsApp 01 52 x 52 73. On va prendre vos préoccupations dans une demi-dizaine de minutes. Mais avant, Dr Aklassator, comment ces masterclass itinérantes vont-elles être organisées concrètement et quelles sont les cibles prioritaires attendues? Et les masterclass itinérantes, comme je l'ai dit, vont réunir les acteurs institutionnels,
Ça, c'est les parties prenantes clés. Les opérateurs industriels, les agro-industriels, les partenaires techniques et financiers, les chercheurs, les représentants d'associations, les populations bénéficiaires et les experts de la plateforme PCC. Pour échanger, pour consolider par domaine des solutions concrètes de PCC avec les contributions et les attentes de ces parties prenantes. Afin de traduire en actions durables et à fort impact sociétal les priorités nationales du programme présidentiel de société 2026-2033. La toute première masterclass itinérante démarre à Abomey-Calavi. Et comment elle sera structurée? Elle porte sur le thème central, et vous vous en doutez, souveraineté énergétique du Bénin, levier d'accélération des transformations industrielles et économiques. Et elle sera structurée autour des défis des 10 prochaines années et les solutions concrètes articulées autour d'eux. 1. Les modèles économiques et les plans de sécurisation de l'approvisionnement et de la production nationale d'électricité. 2. Comment accélérer l'industrialisation, l'agro-industrie et la croissance économique par des solutions énergétiques compétitives. 3. Le troisième panel s'occupera du marché régional de l'énergie du WAP et les réformes nationales. Quelle opportunité stratégique, quelle gouvernance et quel instrument pour un Bénin leader énergétique. Et enfin, le quatrième panel, ce jour-là, travaillera sur comment financer la souveraineté énergétique et l'industrialisation du Bénin, quels mécanismes innovants actionner, quels sont les modèles structurants et comment assurer la mobilisation rapide des capitaux régionaux et internationaux. Ces 4 panels-là, avec ces parties prenantes-là, ont un seul objectif. Propositions concrètes à déposer immédiatement sur la table du nouveau président élu. Et donc, cette première masterclass itinérante à Abomey-Calavi va se concentrer sur la question énergétique. Et après, nous allons à l'étape suivante, c'est Porto Novo. À Porto Novo, c'est là où nous allons dépouiller le concept de la territorialité du développement contenu dans ce programme. Et là, la pertinence de ce nouveau concept, les tenants et les aboutissants du contexte et les impacts attendus vont être partagés pour que la conscience collective comprenne qu'on n'est pas en train, le nouveau président élu, dans sa vision, n'est pas en train de remettre en cause la décentralisation qui était partie de 6 pôles vers 12 pôles, aujourd'hui 12 régions. De 6 départements, on est passé à 12 départements pour une décentralisation efficace. Mais lui, il fait beaucoup plus, il met l'accent sur l'organisation, la réorganisation économique des pôles économiques. Donc, il veut traiter l'aspect économique sans influencer l'aspect géopolitique, géodécentralisation. Comment mesurer les impacts de ces masterclass sur la gouvernance? Avec la prise en compte de vos propositions, c'est ça ou... La prise en compte de nos propositions, c'est le premier des indicateurs, mais également nos contributions vont se poursuivre tout au long du mandat. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes mobilisés et prêts, c'est tout au long du mandat et même après le mandat. Et donc, en termes d'indicateurs, après notre participation active... Après le mandat, pour peut-être un deuxième, non? C'est naturel s'il fait bien et il doit bien faire. C'est pour ça que nous on est derrière ce duo pour pouvoir y arriver. Voilà. Comment garantissez-vous la participation active des citoyens à ces masterclass itinérantes? Bon, je pense que le caractère citoyen de notre plateforme tient à la légalité, au respect de la légalité des principes constitutionnels. Nous ne forçons personne à se révéler citoyen compétent. Et donc, on n'a pas à attendre une certaine forme de garantie. Je vous ai dit, dès que c'est lancé, c'est comme si le besoin était déjà là. Nous avons enregistré à ce jour 600 compétences. Et je ne peux pas vous dire, les Béninois de l'extérieur grouillent chaque matin. Dès que
au niveau de la plateforme. Et au cours de l'enregistrement, ils ont un petit pépin, on a des retours. Il y a une boîte de dialogue où ils signalent. Et nous avons des Béninois qui interviennent à l'international en tant que consultants, et tous demandent à revenir et à apporter leur contribution au pays. Et moi, je n'ai jamais vu ça. Et donc, j'estime que tous ces talents-là ne demandent qu'une seule chose, participer à aider le président élu, son excellence Romuald Wadanyi, pour la réussite de son mandat. Et la vice-présidente Madame Talata à la réussite de leur mandat. D'accord. Nous allons marquer une pause pour recevoir les auditeurs qui s'impatientent déjà au standard dans cette émission de dimanche, franc-parler, avec la complicité de Ghislain Agbangba, le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Vous êtes bienvenu sur franc-parler, à qui avons l'honneur? Eugène Wagnon, monsieur. Nous vous écoutons. Je voudrais saluer votre invité, merci pour l'exposé. Moi, je m'appesantirai sur deux choses. La partie où ils ont l'intention de faire leur exposé concernant l'électricité, sur comment financer l'électricité. Alors, je voudrais savoir, nous avons eu déjà à savoir qu'on est indépendant en matière énergétique, à moins que j'ai mal compris lorsque le chef de l'État parlait de cela. Alors, il y a encore un autre projet où vous allez encore vous réunir pour nous donner un autre secret du financement. Et cette histoire de coupure intempestive de l'énergie, on parle d'entretien qui dure 4 heures, d'autres à plein coup. Moi, j'ai eu l'information que vous pouvez vérifier, depuis avant-hier, ils n'en avaient pas. Bon, alors, franchement, honnêtement, c'est franchement dû à quoi? On ne va pas me dire que c'est international ou c'est... Je ne sais pas, je voudrais bien comprendre. Maintenant, votre plateforme, elle est apolitique. J'ai cru vous entendre dire, mais si et le président de prendre parmi vous il va refuser parce qu'il est apolitique. Quand j'ai un souvenir dès l'arrivée du président Patrice Talon, il a fait appel à des cerveaux de l'extérieur, des Béninois de l'extérieur qui ont travaillé bravement. Vous, ici, sur place, vous l'allez refuser quand on voit un docteur comme vous, maîtrisant presque tout dans le domaine énergétique. Vous allez refuser. D'accord. Bon dimanche. Merci, bon dimanche, Jeanne Wagnon. Un autre derrière vous, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Vous êtes sur franc-parler, vous êtes bienvenu, à qui avons l'honneur? Oui, Gapovi, je vous appelle depuis Crévier. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci aussi à votre invité. Parce que je suis content de votre invité. Parce qu'il a vu des trucs qui sont justes envers le président Patrice Talon. Quand nous parlons d'énergie, je pense que le Bénin aujourd'hui, beaucoup de nous avons revendu nos groupes électrogènes. Pourquoi? Parce que le courant est devenu stable. Au moment que le président Patrice Talon prenait le pouvoir, je vous assure, nous en tant que Béninois, on n'avait rien que des groupes pour pouvoir s'alimenter. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon a mis fin à ça. Mais moi, depuis près de, disons, un mois, je commence par avoir une inquiétude par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est la FE qui a mis dans sa tête que le président Patrice Talon s'en va, et c'est pourquoi on est encore rentré dans un délestage qui ne dit plus son nom. Et moi, j'ai grogné plusieurs fois sur vos antennes en disant, est-ce que c'est le départ du président Patrice Talon qui annonce ça? Mais je rends grâce à Dieu parce que celui qui vient du Bénin aujourd'hui vient de M. Patrice Talon. Donc je pense que
on ne va pas encore rentrer dans cette histoire du délestage. D'accord. Et là, je salue vraiment tout le peuple béninois qui a vu juste en prenant le président Wadaï aujourd'hui. Okay. Parce que l'énergie va être encore stable au Bénin. D'accord. Voilà. Vous avez fini avec vos préoccupations? Oui, ça fait partie de ma préoccupation. D'accord. Maintenant, je souhaite au président et M. Wadaï et la vice-présidente, Mme Talata, de vraiment emmener le Bénin à un bon parcours. Il ne faudrait pas qu'on rentre encore dans des trucs qu'on ne s'attendait pas. D'accord. Et ça, c'est ce que nous, en tant que Béninois, nous voulons. Merci. Merci, M. Hugues Kovi. À très bientôt. Un tout dernier bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Sébastien Nyokosou. Vos préoccupations, s'il vous plaît. Je vous appelle de Cotonou de Bah, allez-y. Allô? 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 Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Un tout dernier bonjour. À qui avons l'honneur? C'est Ayoro Lucien depuis Xavier. Ayoro Lucien, vos préoccupations très rapidement. Oui, monsieur le journaliste, à partir de ce que nous avons vécu récemment, ce que mon précédent a relevé tout à l'heure, et le président Patrice Talon, dès sa prise de fonction, nous a promis l'autonomie énergétique. Mais vu tout ce que nous... Mais à 10 ans après, si nous dépendons encore des autres, est-ce que les actes suivent vraiment les discours? C'est pourquoi nous, chaque fois que les gens viennent nous promettre Mose Vallée, nous restons toujours ces Thomas. Et nous attendons de voir les choses se réaliser. Puisqu'aujourd'hui, ce que les Béninois attendent, c'est qu'il y ait l'autonomie énergétique. Si nous continuons toujours à dépendre des autres, non, là, les discours seront en effet. Et c'est là notre préoccupation. D'accord. C'est ce que nous, les Béninois, attendent aujourd'hui. Okay. Merci, monsieur Ayoro Lucien, d'être passé sur Franc-Parler. On revient en studio avec vous, docteur Oswald Daklassato. On va démarrer par le tout premier, Eugène Deswagignon, qui parle de l'électricité, comment financer l'électricité et tout. Il faudrait comprendre, alors qu'on dit aujourd'hui qu'on est indépendant. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Ewayon souhaite que nous puissions aider à clarifier les coupures enregistrées ces derniers temps, qui sont quand même d'une certaine durée. Il a parlé parfois de 4 heures de coupures. Et il a ciblé certaines... Les trois, pratiquement, on parlait de... Globalement. Donc, je voudrais d'abord les remercier pour cette préoccupation. Et parce que nous-mêmes, avant d'être ici, ou un acteur du système énergétique au Bénin, nous sommes aussi des citoyens, nous sommes aussi des consommateurs. Donc on comprend un peu les situations qu'ils ont l'un ou l'autre mis en exergue. Mais ce que je veux dire, il y a un des intervenants qui a suffisamment déjà répondu à la question. Vous allez voir dans ma dialectique, j'ai parlé des crises en 1998. Ça, je l'ai vécu, les Béninois l'ont vécu. J'ai parlé de la crise en 2006, au moment où l'ancien régime prenait le pouvoir. Et j'ai parlé de cette crise qui est revenue avec une forte intensité en 2016, au moment où le régime passé finissait son mandat. Et aujourd'hui, simplement pour amener les Béninois à savoir apprécier les efforts qui sont faits entre les coupures, parfois de 2 minutes, de 5 minutes, et parfois aujourd'hui, des coupures qui prennent 2 heures, 3 heures ou 4 heures, comme ils le disent, et par moment. Est-ce qu'il est possible que nous puissions comparer, superposer ça aux crises que nous avons connues en 2016 ou avant? La réponse est non. Il y a un effort substantiel qui a été fait. Et ça, je voudrais le... Mais ce qui est sûr, il y a des coupures aujourd'hui. Non, justement, les coupures, elles sont une réalité. Et donc, ces coupures-là ne sont pas à confondre avec
des délestages. C'est juste Ce n'est pas des délestages. Non, c'est pas des délestages. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? Quand on parle de délestage, si nous rentrons en délestage, nous avons dans la sous-région comment le délestage se manifeste. Mais justement, je voudrais juste mettre en exergue, tout en reconnaissant les différents, la vérité sur le sujet de ces interruptions-là. Moi, je les appelle des interruptions. La vérité sur le sujet, parce qu'ils sont vécus par nos concitoyens. Longues interruptions, non? Non. Je pense que on partait de 2 minutes, 1 minute, et même sans coupure, et on est en train d'arriver vers un point de 2 heures ou 4 heures de coupure. Oui, et ça, je comprends la difficulté. Mais ce que je veux dire derrière, il y a de l'espoir. Parce que ces différents intervenants ont actionné sur la question de l'indépendance énergétique. Ils ont actionné sur la question de l'autonomie énergétique. Et je voudrais leur donner quelques tendances pour dire tout n'est pas encore fait. Mais quelque chose a été fait. Aujourd'hui, le Bénin, en termes d'autonomie énergétique, des efforts au plan pour aller vers une autonomie énergétique, le Bénin est arrivé à assurer 30 à 40% de ses besoins en consommation. On était parti pratiquement... Mais le Sien Ayoro, le troisième, a dit on nous a pourtant promis l'autonomie énergétique en début de mandat. Oui. Et aujourd'hui, on est toujours dépendant. C'est pour dire que les questions énergétiques sont des questions assez délicates. C'est des questions qui rentrent dans une chaîne intégrée. Ce n'est pas des questions commerciales, ce n'est pas des questions qui sont prises à tout hasard. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, les instruments mis en place de 2016 à 2026 ont permis, de passer d'une autonomie énergétique de 0% à environ 40% aujourd'hui. Nous avons 127 MW de centrales à Maria-Gleta 2 et qui permet pour dire que quand on est à 0 aujourd'hui, on est en mesure de connecter ces 127 MW là. Donc environ 80% de leur valeur. Donc ça se fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes mobilisés au niveau de PCC pour dire, pour notre vision, pour notre connaissance de ces enjeux et pour notre connaissance du marché international de l'énergie et de ces problématiques, nous n'allons pas attendre pour nous faire prier par le nouveau président élu. Et c'est pour ça que nous nous organisons, pour mettre ce schéma structurel-là en place et pour pouvoir faire des propositions concrètes, applicables maintenant. Et donc, c'est un peu ça que le masterclass itinérant d'Abomey Calavi va permettre d'aboutir à des solutions. Ce n'est pas les solutions qui n'existent pas. Des solutions existent. Mais quelles sont les solutions optimales et qu'il faut mettre en place? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les Béninois pour que, à la fin de son septennat, le président élu Romuald Wardani puisse dire oui, j'ai promis, but I have done it. We have done it. Les Béninois dont les attentes sont très élevées aujourd'hui par rapport à cette gouvernance. Justement. Donc, par rapport à ce secteur, je peux dire, je peux dévoiler sans aucun secret que, avec le président élu Romuald Wardani, et il avait déjà dans le gouvernement de Patrice Talon préparé les études et avancé sur un certain nombre de due diligence pour la construction de la centrale hydroélectrique de Dogobis de 128 MW qui vont arriver. Les perspectives du président élu Romuald Wardani vont jusqu'en 2035. C'est-à-dire aujourd'hui, les solutions qu'il va actionner tout de suite vont nous permettre de garantir cette situation énergétique, d'améliorer cette situation énergétique sur la durée, tout au moins jusqu'en 2035. Et donc, par rapport à ça, en dehors de 728 MW, avec le président élu, il est prévu que les 75 MW électriques de centrales solaires qui sont en train d'être finalisées, on était à 0, et aujourd'hui on est à 75 MW électriques. Et à Ilo, dans le nord, il y a quelque chose qui se prépare. On va les porter de 75 à 300 MW solaires, par pas de 100 MW. Ça fait déjà environ 400 et quelques MW. Il est prévu, planifié,
la construction des centrales à turbine, dual fioul et à gaz. Donc il va utiliser les deux combustibles, le fioul et surtout le gaz qui est une énergie propre. Et cette turbine-là vont pouvoir déployer 300 MW, donc deux modules de 2 centrales de 300 MW chacune, ça nous fait 600 MW. Et c'est à déployer surtout autour des zones et des périmètres de transformation industrielle. En dehors de Glodjibé, les zones industrielles et les zones franches économiques, les zones spéciales, et toutes ces zones-là vont recevoir à proximité ces puissances-là de façon à établir, à satisfaire un schéma général d'électricité pour sécuriser durablement. Donc ça là, ce travail-là est pensé, ce travail-là est proposé et on doit pouvoir articuler les actions majeures qu'il doit poser et dès le début de son mandat pour pouvoir actionner et mettre la mise en œuvre. On pourrait espérer une autonomie énergétique à l'horizon 2033. L'objectif du président élu, je parle toujours à travers son programme de société, c'est renforcer l'amélioration de la situation énergétique. Et dans ce renforcement, aujourd'hui on est à 30-40%, il veut les porter, il prend sur lui la responsabilité de pouvoir les porter à 70%. C'est-à-dire que sur les 7 ans à venir, il garantit que, quelles que soient les difficultés, qu'il va améliorer l'autonomie. Il va renforcer l'autonomie énergétique de 30%, de 40% aujourd'hui, de 30% à 70%. Et cela dit, la façon dont ce gouvernement est architecturé, c'est que quand ils sont capables de faire 100%, ils appliquent un taux de raisonnabilité, un coefficient de raisonnabilité de 70 ou de 80%. Et donc, moi, je suis sûr que si l'ensemble des mesures qui sont contenues dans son programme, avec les facilités, les accélérateurs de la dynamique que nous comptons lui proposer au travers de ces masterclass itinérantes, si on a un écho favorable, les solutions concrètes pour permettre à notre pays de tourner le dos à ces difficultés à l'horizon 2033-2035 existent et sont possibles. Et donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui, tout en invitant les populations à ne pas négliger les efforts qui ont été faits pour nous permettre aujourd'hui de réduire les délaissages de 16 heures ou bien les interruptions de 16 heures. C'est difficile quand la nuit on ne peut pas dormir, quand on a chaud, quand les trucs pourrissent au frigo et tout ça. C'est bien difficile, docteur Aklassator. Oui, je sais, et je comprends. Il y a un intervenant qui a parlé de la plateforme apolitique. Et si aujourd'hui le président élu décide, si une compétence séduit le président élu, s'il décide de piocher dans la plateforme, vous direz non? Je pense que j'ai bien suivi avec attention la préoccupation de cet interlocuteur. Eugène Wagnon. Je crois qu'il y a juste une clarification à faire. Notre plateforme est apolitique ne veut pas dire que notre plateforme refuse d'accompagner ou d'accompagner les politiques publiques. Nous, notre spécificité, et c'est pourquoi j'insiste dessus, ça n'a jamais existé au Bénin, une plateforme de compétences qui dit qu'ils sont apolitiques, mais qui sont prêts à accompagner les politiques publiques. Pourquoi on a fait ce choix? Parce que vous n'êtes pas dans un parti politique, vous devez être mis de côté. Mais le gars dans la plateforme a déjà une conviction politique, vous l'avez dit. Oui. Mais si par exemple il va là-bas, comment faire le distinguo entre... Non, il n'y aura pas de distinguo. Si le président élu fait appel, et c'est l'objectif de la plateforme, l'objectif principal de la plateforme, c'est animer et participer à la mise en œuvre de ce programme de société qui va devenir d'ici là un programme d'action du gouvernement. Et donc, je peux garantir à M. Iwan... sans être politique. Sans être politique. Rester technique. Que tout de suite, si ça rentre dans nos champs de compétences, on donnera notre avis favorable. C'est d'ailleurs pour ça que la plateforme est là. Parce que les compétences qui ne sont pas
dans les politiques et qui n'ont pas émergé encore dans les politiques, s'ils ont une compétence à faire valoir, nous leur donnons la visibilité pour que le président élu, où qu'il soit, il puisse les appeler. Et de façon à ce que, dès que tu arrives... Comment ça se passe, docteur Aklassator? Dès qu'on est là-bas, tout change. Hein? Bon, de toute façon, je pense qu'il y a une dynamique que nous mettons en place. Et cette dynamique demande à ce que, quand on arrive, qu'on puisse travailler, même en étant avec les politiques, aux côtés des politiques, à la construction de la nation. Et c'est tout le sens de notre combat. D'accord. Nous égrenons les dernières minutes de franc-parler de ce dimanche, docteur Aklassator. Où voyez-vous la PCCBP, la plateforme citoyenne des compétences Mouembéné Prospère, dans 5, 7, 10 ans? En termes de perspective pour la plateforme citoyenne Mouembéné Prospère, et nos perspectives immédiates à court et à moyen et à long terme. À court terme, c'est devenir le partenaire citoyen de référence du nouveau mandat. Nous allons partenaire citoyen de référence du nouveau mandat. Nous allons produire des solutions opérationnelles, accompagner et suivre l'exécution des grandes priorités, dont la souveraineté énergétique. Et pour la plateforme, elle grandit chaque jour depuis le 4 avril dernier. Et elle travaille déjà à la structuration des compétences et au plan de renforcement des compétences. Parce que nous avons des sollicitations. Il y a beaucoup qui nous sollicitent et qui souhaitent nous accompagner. Et je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons sur 3 axes: la disponibilité, le renforcement des compétences existantes, et puis comment est-ce qu'à partir de ces compétences-là, nous puissions déjà produire aussi, indépendamment de l'appel du gouvernement, nous produire des solutions, des projets d'innovation qui pourraient être financés par des partenaires techniques et financés directement par d'autres organismes de financement, et de façon à rendre des solutions déjà aux côtés du gouvernement et en complémentarité avec ce que le gouvernement va faire, à rendre des solutions disponibles, surtout aux populations vulnérables, aux populations des zones les plus déshéritées. Et ces solutions, nous avons au niveau du premier forum présenté 2 solutions sur lesquelles des masters et des jeunes masters, des dames sont en train de travailler. Aujourd'hui, ils sont encore à ils ont fini l'étape d'étude de faisabilité. Ils sont en conception, ils vont au prototypage, et l'idée c'est de pouvoir mettre sur le marché d'ici là des réfrigérateurs solaires multifonctions et intelligents. Et là, ça c'est par exemple, c'est l'un des projets qui est destiné au centre de maternité rurale, et comment appuyer, aider, soulager les femmes, l'éducation dans ces milieux pour que les gens puissent conserver les vaccins et facilement, même s'il n'y a pas l'électricité. Il y a ces initiatives qui sont déjà en boom là, et pour lesquelles des partenaires grouillent à notre porte pour demander à les accompagner, puisque ça a une certaine utilité vers une orientation donnée. D'accord. Envisagez-vous une structuration plus institutionnelle à l'avenir? Oui, et la première démarche, si c'est le cas, la première démarche, nous sommes en train de monter l'étape suivante. C'est comment obtenir le statut d'une ONG d'utilité publique. Et donc, dans notre pays, vous savez, la loi de 1901 a été mise à jour à travers une nouvelle loi 2025-19-2025, et que cette nouvelle loi demande une certaine mise à jour, une certaine réorganisation, et à structurer comment obtenir ce statut d'ONG à utilité publique. Et donc là, nous avons un bon dossier qui est en train d'être finalisé, et pour que notre caractère public soit officiellement reconnu. Et donc, après ça, les autres perspectives, et au plan international, nous voulons travailler également au rayonnement du Bénin, au rayonnement des compétences béninoises. Le rayonnement démarre du Bénin et va à l'international. Et donc, au plan international, il y a des opportunités pour lesquelles la plateforme peut se positionner de façon à renforcer sa compétence toujours citoyenne, et de façon à pouvoir être en mesure d'apporter plus d'efficacité dans l'action gouvernementale ou dans l'action publique. Merci. Alors, où trouvez-vous les moyens? Les politiques au sein de la plateforme, vos finances, ou comment vous faites? Je crois que
la réalité tangible, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a reçu de fonds d'aucun politique. Aucun. C'est une. Mais les moyens viennent d'où? Des cotisations ou... les moyennes viennent des cotisations, de quelques dons. Les 500 là cotisent déjà? Non, les 500... Les membres fondateurs? Les membres fondateurs, la cotisation des membres fondateurs, est environ une vingtaine, mais les 600 ne cotisent pas encore, ils viennent d'arriver. Okay. Donc, il y a un manuel de procédure qui structure chaque compétence, son intervention, chaque comité, tout ça là. Donc, tout ça là est en place et les jours à venir, il y a des entretiens qui vont être faits de façon ciblée avec les différentes compétences. Okay. Et puis, leur participation leur sera communiquée éventuellement parce que pour que cette plateforme survive, il faut déjà compter sur nos propres forces. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est aussi l'occasion de lancer un appel à toutes les organisations structurées et qui se sentent intéressés par cet appel que nous faisons, le travail que nous faisons, pour nous venir à se joindre à nous, pour nous aider à débloquer vraiment les diligences financières sans lesquelles tous ces masterclass itinérants peuvent ne pas avancer à notre rythme. Mais pour l'instant, tout le monde tous les experts sont engagés. Nous mettons la main dans nos poches et avec quelques soutiens, 1 ou 2 soutiens déjà. Et nous souhaitons qu'il y ait plus de soutien et plus d'entraide pour permettre à PCC de faire son chemin. D'accord. Merci. Alors, comment convaincre ceux qui hésitent à s'engager? Et comme je le disais tantôt, je vais lancer un appel à toutes les compétences béninoises. Que PCC est une opportunité pour les Béninois au pays comme dans la diaspora. Et que le moment est venu de rejoindre la PCC BP en s'inscrivant sur notre plateforme digitale www.pcc.bp.org et en adressant leurs questions éventuelles, leurs préoccupations, ce pourquoi peut-être ils hésitent, ils peuvent peut-être l'adresser au secrétariat permanent à l'adresse info@pcc-benin.org. Et comme ça, nous travaillerons ensemble avec eux à unir les compétences et les talents, à inspirer le changement et bâtir l'avenir avec le président élu Romiad Ouadani et la vice-présidente Madame Talata Chabizime, le gouvernement et l'ensemble des Béninois et des partenaires techniques et financiers. D'accord. Merci. Alors, quelle place pour les jeunes talents? Les jeunes talents à la PCC et les gens qui n'ont pas de compétences, c'est-à-dire je peux ne pas avoir de compétences et avoir des idées pour mon pays. Exactement. Exactement. Et quand on parle de compétences, les premières manifestations de compétences commencent à partir des idées. Et donc, nous avons une organisation assez sereine et qui structure tous ceux qui viennent. Ils ont un filtre dans lequel ils rentrent, tous ceux qui rentrent sur notre plateforme. Ils ont un filtre. Il y en a qui sont de la catégorie des compétences usuelles. Ils sont dans la catégorie C. Ceux qui ont une compétence affirmée qui a été déjà testée sur certaines expériences, ils sont dans la catégorie B. Et ceux qui ont des compétences pointues et qui sont au niveau d'experts, ils sont dans la catégorie A. Okay. C'est comme ça que le filtre de la plateforme est en train d'organiser. Et nous avons fait ça parce que ça nous permet de prendre tous les Béninois qui estiment qu'ils ont une compétence à mettre au service de la société. Et on est descendu jusqu'aux artisans. Donc aujourd'hui, vous pouvez ne pas aller à l'école et que vous êtes capable de travailler ce meuble de façon vraiment architecturale très intéressante. Vous êtes une compétence, votre compétence est attendue à la plateforme. Et on les aide au niveau du secrétariat permanent à s'enregistrer et à poser leurs problèmes. Et c'est eux qui sont les mains ouvrières, les mains qualifiées qui vont travailler aux côtés des projets d'innovation pour que le Bénin en ait des solutions concrètes et sur la table. La plateforme réussira-t-elle à résoudre le problème de la fuite des cerveaux? On sait que c'est un véritable problème depuis peu. Dans notre structuration, j'ai parlé d'un conseil consultatif des experts. J'ai parlé d'un comité scientifique. Je n'ai pas parlé du laboratoire PCC.
Et je n'ai pas parlé des programmes et innovations de la direction opérationnelle qu'on appelle programme et innovation, ni de la direction qualité et excellence. Au niveau de la direction programme et innovation, il y a un projet spécifique de retour des Béninois et des compétences béninoises au pays. Et je pense que c'est un programme qui est en train d'être travaillé déjà au niveau du laboratoire. Le laboratoire PCC s'occupe de la gestion, de la trituration des idées, pour leur donner une certaine forme, et puis de proposer de les transformer en idées de projet, et de les tester. Et c'est après ça qu'on les récupère dans ces programmes-là. Donc, il y a une structuration qui prend en compte ces éléments et le retour des compétences, la fuite des cerveaux, comment diminuer, parce qu'on ne peut pas la supprimer tant que... Progressivement. C'est une affaire d'équilibre et de l'offre. C'est une affaire d'équilibre et de l'offre. Tant que l'équilibre, l'offre demande autour combien vous mettez sur la table, combien vous apportez, en plus de la citoyenneté, et pour que les compétences nos compétences qui sont à l'extérieur acceptent de rentrer. Donc il y a beaucoup de choses que nous mettons ensemble et nous voulons privilégier, conseiller l'esprit de citoyenneté, et c'est cela qui va nous aider à construire le Bénin futur, le Bénin de 2026 à 2033. En une phrase, Dr Aklasator, pourquoi rejoindre aujourd'hui la PCCBP? Il faut rejoindre la PCCBP aujourd'hui parce que c'est la seule plateforme aujourd'hui au Bénin qui, quel que soit votre genre, votre obédience et vos convictions, qui vous offre la possibilité de venir positionner votre compétence et assure votre visibilité pour que vous puissiez participer à vos devoirs et obligations citoyens. Merci, Dr Aklasator. Merci d'être passé sur Radio Cotonou. Merci pour la plongée au cœur de cette dynamique citoyenne autour des ambitions de gouvernance pour notre pays. Chers auditeurs, merci également à vous pour votre auguste attention. Franc-parler de ce jour se referme. Nous avons reçu, je rappelle, Dr Oswald Aklasator, président de la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère, la PCCBP. Nous nous sommes intéressés à la masterclass autour du programme 2026-2033 du duo Wadayi Talata et les impacts concrets de cette initiative sur la gouvernance. Nous avons parlé des masterclass itinérantes à venir le mois prochain. On retiendra, chers amis et auditeurs, que le développement d'un pays ne repose pas uniquement sur ses dirigeants, mais aussi sur l'engagement de ses compétences, la lucidité de ses citoyens et la force des idées. Le programme 2026-2033 du duo Wadayi Talata ouvre des perspectives, mais sa réussite dépendra de nous tous. Merci à vous également, à Gisèle Agbangba qui est resté à la mise en onde. Job Ticket était à la prise de vue, à la présentation. Brice Bill a été dit bon dimanche et à très vite, à bientôt pour un nouveau numéro de Franc-Parler. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.